Bon, est-ce qu'on a déjà évoqué le BTCC? Ok, on en a déjà parlé, mais est-ce qu'on est vraiment déjà allé en profondeur? Mais avant de plonger, il faut avoir les bases. Le BTCC, ou British Touring Car Championship, est une compétition de touring. No shit Sherlock, mais elle n'est qu'une des nombreuses existantes à travers le monde. Une autre très connue est sans aucun doute le DTM. Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. Mais en dessous de toutes ces compétitions se tient une et unique raison à leur existence. Le marketing. Le fameux Race on Sunday, Sell on Monday. Faire la démonstration d'une voiture disponible au catalogue dans une arène de tôle froissée et de pots crachant des flammes, dur de l'imaginer aujourd'hui, avec la RPP interdisant l'association à la performance et la vitesse dans une pub moderne automobile. Mais à l'époque, les fils avaient littéralement la preuve que leur papa avait fait le meilleur choix quant à la voiture la plus performante sur leur parking. Et dans les années 80, Volvo c'était ça. Les Hollandais avaient le Flying Dutchman et les Suédois auront la Flying Brick. Un monstre de circuit crachant des flammes à chaque rapport. Oui, Volvo était déjà connu pour son engagement sur la sécurité, l'économie et l'efficacité de ses véhicules. Mais si vous poussiez un peu trop la firme, elle vous sortait des véritables monstres. Une véritable brique capable d'écraser la concurrence. Et c'est ce qu'elle fera en 85. Sauf qu'après ça, ce sera un céphalogramme plat. Retour à la voiture à papa rangée. Mais comme la crise de la quarantaine, Volvo se vit à nouveau revivre. Ils allaient revenir sous l'impulsion de Martin Riebeck au sommet de la compétition. Pour s'engager en BTCC, le règlement stipule qu'il vous faut une berline de 2 litres, que vous vendez déjà. Et le modèle de l'époque n'est autre que le 850. Et oui, quand vous vendez des parpaings, dur de passer à la poterie. Mais pas grave, Volvo fait appel alors à TWR, Tom Walkinshaw Racing, une écurie autrefois concurrente de Volvo, surtout connue pour avoir préparé la Jaguar XJR9. On vous en parlera certainement un jour, mais en attendant, le président de TWR se rend à l'usine de Volvo. On vient récupérer une de vos berlines. Une berline. Oui, une berline. Berline. Donc les voilà partis avec un break. Oui, un break. Alors, il y a 2 raisons à cela qui sont évoquées. Que le toit plat aurait une meilleure aérodynamique, ou alors que ce serait la seule qui était disponible à l'usine quand TWR s'est pointé. Mais je pense que la vraie raison derrière ça, ce serait plutôt le marketing. Mais malgré la contrainte des masses supplémentaires et autres répartitions, TWR se met au boulot. On la vide, on la ressotte, on la rabaisse et on la met dans le sol. Et d'ailleurs, il n'y aura pas que la caisse qui sera dans le sol. Même le pilote aura le droit à un rabaissement quand ils viendront rallonger la colonne de direction et ravancer le pédalier. Oui, on le pose encore plus dans le sol de la voiture qu'à l'origine. TWR s'attaque alors au 5 cylindres Volvo de 2 litres. Sauf qu'il est turbo, et dans le règlement, on n'y a pas le droit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le retire, et à la place, on met une boîte séquentielle 6 rapports parce qu'on a vachement de place. Malgré tous ces efforts, la 850 sort à peine 260 chevaux. Alors attention, c'est pas mal, mais face à des bagnoles qui font tout à peu près 280 chevaux, qui sont plus légères et qui sont bien meilleures en soufflerie, ça fait un peu l'edge. Gagner des chevaux sur un atmosphérique, c'est pas le plus simple. Alors, attention pour ceux du fond de la classe, ça va être technique. Les moteurs de voiture, c'est des moteurs 4 temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier temps, t'admets de l'air et de l'essence dans un certain rapport, un certain ratio, qui doit être un mélange parfait. Ce rapport, il est passé à travers des tuyauteries qui peuvent être rugueuses et qui peuvent te faire perdre en puissance. Ça descend dans ton piston qui est en bas, avec une ouverture de soupape à ce niveau-là. Ensuite, on ferme la soupape, on remonte le piston, ça comprime ton mélange, qu'on vient faire péter pour descendre ton piston, et ensuite on ouvre la soupape d'échappement pour faire sortir ton mélange qui est tout pourri du moteur, et ainsi de suite, c'est ton cycle. Et donc pour gagner des chevaux, faut donc augmenter le débit d'essence, et aussi évidemment le débit d'air, puisqu'on est sur un ratio. Mais si augmenter du débit d'essence en théorie c'est assez simple, augmenter le débit d'air, c'est une toute autre paire de manches. Et littéralement, en effet, c'est un simple calcul de mécaflux. Alors, je vais vous passer tout ça. Mais dans la mécaflux, on a ce qu'on appelle la perte de charge. Le moins de petits virages, la moins de petite rugosité, vous perdez en débit. Et dans un moteur, là, vous avez un angle qui va venir vous casser ce flux-là, et donc réduire votre débit, et là, il faut trop travailler. Et pour ça, les ingénieurs de chez TWR, ils ont une idée. C'est simple, on va changer l'angle des soupapes pour faire moins d'angle. Sauf que ça, c'est interdit dans le règlement. Sauf que ce petit livre précise 2-3 trucs. On doit utiliser une culasse d'origine sur laquelle on ne viendra ni souder, ni changer l'angle de ces fameuses soupapes. Alors TWR prend conseil d'un autre grand nom du sport auto dont on a déjà parlé ici, Smokey. Non, Smokey unique. Et ce conseil, c'est simple. La cause, ce n'est pas contre les autres, c'est contre le règlement. Et c'est exactement ce que va faire TWR. Ok, donc on ne peut pas changer l'angle. On n'a qu'à ouvrir encore plus les soupapes pour laisser plus d'air rentrer dans le moteur. Et encore une fois, on va venir s'inspirer des Américains. Pour ouvrir vos soupapes, vous avez ce qu'on appelle un arbre à cam qui vient pousser sur cette soupape. Et si vous le mettez un peu plus long, vous allez l'ouvrir encore plus et donc faire rentrer plus d'air, plus d'essence et donc pouvoir faire péter plus fort. Péter!
Alors, ça va amener une petite autre contrainte supplémentaire. Mais pour installer ce genre de système, il nous faut de la place. Et je le rappelle, on a besoin d'une culasse d'origine, donc on ne peut pas en fabriquer une autre spécifiquement pour ces cams, et on n'a pas le droit non plus de souder des éléments supplémentaires pour venir les fixer dessus. Mais peut-être que finalement, dans le règlement, rien ne nous interdit et d'usiner et de visser sur ce bloc. Voilà donc la nouvelle culasse usinée, qui vous permet de venir visser 2 petits supports pour ces nouveaux arbres à cam. Pour gagner encore des chevaux, ils sortiront une autre astuce. Ils viendront usiner le bloc d'un certain angle, réduisant ainsi la distance entre l'admission et l'échappement, et réduisant ainsi le risque de perte de charge. Le résultat est là, et même si aucun chiffre exact n'est sorti, elle sera estimée aux alentours de 290 à plus de 300 chevaux. En même temps, quand tu pars d'une culasse d'origine à 200 balles et que t'en installes une qui vaut plus de 10 000 euros, j'espère que tu sors un peu de performance quand même. La voiture est prête pour 1994, il lui faut maintenant des pilotes. Il faut savoir que sur ce projet, personne n'était au courant, même pas les pilotes, jusqu'à ce qu'ils découvrent la voiture pour faire leurs premiers entraînements. D'ailleurs, Richard Rydell, alors pilote de F3 et futur pilote de cette Volvo, déclara J'aurais pas voulu, moi. Vraie image d'archive. Et pourtant, avec son acolyte John Lammers, pilote aux 24 heures du Mans et pilote de F1, ils seront bien au départ en 94. Et là, en vous ayant raconté toute l'histoire derrière ce projet, vous imaginez qu'une telle entreprise a été couronnée de succès. Et oui, son meilleur classement, ce sera peut-être 5ème. Race on Sunday, win on Sunday, sell on Monday, machin. Pourquoi dépenser autant d'argent pour finir 5ème alors qu'en plus vous avez des bons pilotes, vous avez une ingénierie de dingue, une queue là ça plus de 10 000 balles, et vous finissez 5ème et les pontes de Volvo sont quand même contents. Pourquoi? Marketing. Mais imaginez-vous seulement voir une vraie brique au milieu de Perrine. Évidemment que vous allez sortir du lot. Pas besoin de gagner finalement si vous êtes déjà remarqué pendant la course. D'ailleurs, une marque française va s'en inspirer avec un autre type de 800. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir cette dinguerie et n'hésite pas à nous dire ce que tu penses de l'histoire de cette Volvo 850. C'était Mario pour Neverleaf, je te dis à la prochaine et surtout n'oublie pas, reste tuné.